À 40 000 pieds au-dessus du sud-est des États-Unis, le monde semblait d'une tranquillité impossible à l'intérieur du Gulfstream G650, un joyau de l'aviation où le luxe français se mariait à la précision technique, avec des sièges en cuir matelassé, inspirés des ateliers parisiens, et des lumières LED diffusant une lueur chaude comme le beurre fondu sur une baguette fraîche, et des verres tintant doucement avec du bourbon et de l'eau gazeuse, tandis qu'une musique jazz instrumentale, rappelant les caves de Saint-Germain-des-Prés, murmurait à travers des haut-parleurs cachés. Et le rire, poli et mesuré, flottait de siège en siège, comme un encens de cabine, évoquant ces dîners élégants où les Français excellent dans l'art de la conversation subtile. Dehors, les nuages glissaient lentement comme de la soie, tandis qu'à l'intérieur, le temps paraissait suspendu, et Sophie Laurent, âgée de seulement 8 ans, était assise calmement près de la fenêtre au siège 2 ampères, sa petite main serrant la patte d'un ours en peluche usé qu'elle avait nommé Biscotte, du nom d'un pain grillé qu'elle adorait. Lors des petits déjeuners familiaux à Paris, ses cheveux blonds épinglés d'un côté par une barrette argentée, portant un cardigan bleu marine doux et un legging orné de petites étoiles blanches, tout en elle paraissant doux, facile à ignorer, mais pas pour sa mère. Alors que l'avion glissait vers l'ouest en direction de Los Angeles, Sophie se pencha, jetant un œil sous son siège, car Biscotte avait glissé de ses genoux, ses doigts s'étendant prudemment dans l'ombre du sol, effleurant le tissu doux, quand soudain une ombre se dressa au-dessus d'elle. « Restez assise, mademoiselle », aboya une voix tranchante. C'était Marie Dubois, l'une des nouvelles hôtesses de l'air, debout raide dans ses escarpins polis et son uniforme impeccablement repassé, sa chignon blond haut et serré, chaque cheveu à sa place. Elle ne souriait pas, son regard avait scruté les mains pâles de Sophie, les vêtements simples, l'ours en peluche, juste assez longtemps pour révéler plus que de l'inquiétude. Il y avait du jugement dans ses yeux, quelque chose qui disait « Vous n'avez pas votre place ici ». Puis cela arriva. Sans attendre de réponse, Marie tendit la main et poussa l'épaule de Sophie. Le geste n'était pas doux, la petite fille glissa sur le côté, son bras se pliant sous elle, et elle heurta l'accoudoir du siège devant elle. Le bruit de son petit crâne contre le bord, enveloppé de cuir, fut doux mais perçant. Sophie poussa un cri surpris et porta la main à son front, son ours en peluche gisant intact sur le sol. La cabine se figea comme cela arrive quand quelqu'un franchit une ligne qu'il ignorait exister. Marie leva lentement les yeux, balayant la cabine avec une expression non de remords, mais de justification. Elle lissa un pli de sa jupe, redressa son badge nominatif et reprit sa posture robotique rigide. Pas une seule excuse, pas un sentiment d'inquiétude. Sophie resta figée un instant, les yeux écarquillés de choc, puis se recroquevilla sur elle-même et se mit à pleurer. D'abord doucement, puis plus fort, le genre de pleurs qui serre la poitrine à entendre, évoquant ces tragédies intimes que les Français savent dépeindre avec une mélancolie poétique, comme dans les romans de Proust où les souvenirs d'enfance resurgissent avec une douleur exquise. Isabelle Laurent avait juste regagné sa place après avoir discuté avec un client assis près de l'arrière de l'avion. Elle s'arrêta au milieu de l'allée, son tailleur gris perle captant la lumière des LED, son pas ralentit quand elle entendit les pleurs de sa fille. Puis elle vit Sophie au sol. Le temps ne ralentit pas seulement. Il disparut, les yeux d'Isabelle se verrouillèrent sur Marie, pas de mots, pas d'hésitation. Elle avança rapidement comme si la gravité s'était inversée, et d'un mouvement net et fluide, sa main trancha l'air, le bruit de la gifle résonna le long de la cabine. Elle claqua sur la joue de Marie, avec une force qui fit tomber le scotch d'un homme au siège 4B. Le silence qui suivit fut presque sacré, il avala le bourdonnement des moteurs, la musique, même le souffle des passagers. Marie recula, les yeux écarquillés. Elle trébucha d'un pas en arrière, non par peur, mais par incrédulité, comme une reine qui venait d'être touchée sans permission. « Oh mon Dieu !» murmura quelqu'un de l'avant. Une autre passagère baissa son magazine, des téléphones furent discrètement sortis, des écrans s'allumant avec des applications d'enregistrement et de notes. Isabelle ne dit rien au début. Sa poitrine se souleva une fois, sa mâchoire serrée, une main descendit et souleva Sophie sur ses pieds, berçant la petite fille contre son flanc avec une tendresse exercée. Sophie enfouit son visage strié de larmes dans le blazer de sa mère, ses mains tremblaient, elle serrait Biscotte avec une poigne comme un enfant se noyant s'accrochant à une corde. De l'autre côté de l'allée, Pierre Moreau, le steward en chef,
Un homme qui avait volé plus de 20 ans se tenait là à regarder. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme, la serviette blanche dans sa main tordue en nœud, ses yeux passant d'Isabelle à Marie et à Sophie. Il ne dit pas un mot, mais le resserrement de sa mâchoire en disait assez. Il avait vu des choses laides avant, mais jamais d'aussi près, jamais aussi réelles. Marie ne bougea pas, elle leva la main et remit lentement ses cheveux en place. Coinçant une mèche derrière son oreille, son expression était indéchiffrable, mais ses lèvres pressées en une ligne fine et glacée, ses yeux ne cherchaient pas la compréhension ou le pardon, ils cherchaient le contrôle. Une façon d'inverser l'histoire, elle se tourna vers la cabine comme une actrice trouvant sa lumière, son regard glissant d'un passager VIP à l'autre, cool et composé, sa voix silencieuse, mais son visage murmurant. « Je suis la victime ici. » C'était le début d'un changement, que aucun des passagers ne pouvait encore pleinement situer, mais tous le sentaient dans leurs os, quelque chose sous le vernis et l'or du Gulfstream se fissurait, la femme que tout le monde prenait pour une simple jolie hôtesse avait révélé quelque chose de plus profond, de plus froid, et Isabelle Laurent venait de montrer qu'elle ne le tolérerait pas. Sophie, maintenant rebouclée dans son siège, renifla doucement, ses joues rouges, son front gonflant, elle leva les yeux vers sa mère et essaya d'être brave, mais sa voix se brisa quand elle murmura. « Pourquoi elle a fait ça ?» Isabelle ne répondit pas tout de suite. Elle toucha la joue de sa fille et lissa ses cheveux en arrière. « Parce que certaines personnes oublient à quoi ressemble la gentillesse, » dit-elle doucement. Mais sa voix avait du fer dedans, rappelant ces figures féminines fortes de la littérature française, comme dans les œuvres de Simone de Beauvoir, où la femme affirme sa dignité avec une résolution inébranlable. La cabine resta silencieuse, le seul bruit maintenant était le bourdonnement régulier de l'avion filant, comme si rien n'était arrivé. Mais quelque chose l'était. Une ligne avait été tracée, un masque était tombé, et le ciel, autrefois doux et calme, semblait maintenant retenir son souffle. Loin au-dessus des nuages, la guerre avait commencé, et tout le monde à bord savait qu'elle ne s'achèverait pas en silence. Le silence après la gifle n'était pas normal, ce n'était pas le genre qui s'installe après des turbulences ou pendant un vol tranquille, c'était différent. Le genre de silence qui vous agrippe la colonne vertébrale et resserre votre souffle, le genre qui vous fait réaliser que les règles de la civilité viennent d'être brisées et que personne ne sait ce qui vient ensuite. À l'intérieur de la cabine du Gulfstream G650, l'éclairage ambiant semblait soudain plus froid. Le bourdonnement des moteurs, autrefois lisse et relaxant, bourdonnait maintenant comme un avertissement en fond. Tout le monde s'assit de manière anormalement immobile, sauf Sophie, dont les sanglots étouffés remplissaient l'espace comme un tonnerre. Isabelle Laurent s'était abaissée dans le siège à côté de sa fille, son bras enroulé protecteur autour des petites épaules de Sophie, de sa main libre. Elle descendit pour ramasser Biscotte, l'ours en peluche, et le plaça doucement sur les genoux de sa fille. Les bras de Sophie l'étreignirent immédiatement comme s'ils pouvaient la protéger du poids du moment. Le regard d'Isabelle ne quitta jamais Marie, qui se tenait figée de l'autre côté de l'allée, sa joue encore légèrement rouge de la gifle. Les yeux d'Isabelle n'étaient pas bruyants, mais ils étaient aiguisés, assez aiguisés pour faire trembler une femme moindre. Marie, Pierre Moreau, tenant toujours sa serviette de service, se déplaça discrètement vers un couple d'invités à l'avant. Il se pencha et murmura juste au-dessus du bourdonnement du système d'air. « C'est la fille de la PDG, mademoiselle Sophie Laurent. » La femme allaita doucement, son collier de perles accrochant son souffle. Son mari, un retraité en blasé bleu marine, murmura. « Ça va exploser », avant de jeter un œil autour pour le téléphone le plus proche, incertain s'il devait enregistrer ou simplement faire semblant de n'avoir rien vu. Marie se tourna et marcha brusquement vers la galée à l'arrière. Sa posture, toujours raide et correcte, semblait maintenant légèrement déséquilibrée. À l'intérieur de la station de service, elle arracha ses gants et les jeta sur le comptoir. Le bouton du haut de son chemisier s'ouvrit alors qu'elle desserrait le col d'un geste sec du poignet. Elle exhala, mâchoire serrée, puis se tourna vers l'hôtesse junior debout près de la machine à café. « Cette femme pense qu'elle possède les cieux. » Siffla Marie, sa voix basse mais mordante. « Des enfants comme elle, ils ne sont pas élevés, ils sont programmés. » L'hôtesse junior ne répondit pas. Elle baissa les yeux et fit semblant de nettoyer quelque chose qui n'en avait pas besoin. Ce n'était pas seulement les mots que Marie avait dits, c'était le venin dans son ton, la façon dont elle ne clignait pas, n'hésitait pas,
C'était la confiance tranquille de quelqu'un qui avait dit cela avant. Lucie Moreau, la sœur de Pierre, et une collègue expérimentée, venait juste de tourner le coin à la recherche de Pierre quand elle entendit la voix de Marie à travers le diviseur à moitié ouvert. Elle s'arrêta, elle entendit tout, sa main se dirigea instinctivement vers le téléphone dans la poche de son manteau. Bien qu'elle n'appuie pas encore sur enregistrer, ses yeux, qui avaient été prudents tout le vol, devinrent froids, contrôlés. Elle ne dit pas un mot, juste resta immobile et écouta. De retour dans la cabine, Isabelle s'assit parfaitement composée, mais chaque muscle de son dos était rigide, sa main reposait sur le dos de Sophie, frottant lentement en cercle, mais son esprit était déjà loin de ce siège, elle pensait aux titres de journaux, elle pensait aux investisseurs qui pourraient être assis 2 rangées derrière, elle pensait au regard sur le visage de Sophie, quand Marie l'avait poussée, confuse, petite, terrifiée, cette image ne disparaîtrait pas. Sophie se tourna pour regarder le poste vide de Marie près de la galée. Ses lèvres tremblèrent. Elle murmura à Isabelle. « Est-ce qu'elle revient ?» Isabelle se pencha légèrement et embrassa le front de sa fille. « Tu es en sécurité, dit-elle. Maman est juste ici. » Mais sa propre voix trahissait la vérité. Elle était calme, mais pas stable. Elle était ébranlée. Marie réapparut minutes plus tard. Sa marche était plus lente maintenant, plus pratiquée, comme si elle retournait sur scène, après un changement de costume. Son chignon avait été resserré, son uniforme reboutonné, elle portait son sourire professionnel, celui qui n'atteignait pas les yeux, alors qu'elle descendait l'allée, elle jetait un œil à chaque rangée, et hochait la tête comme si rien n'était arrivé. Pour un œil non averti, elle pourrait paraître composée, mais pour quiconque y prêtait attention, son expression était tendue, ses mouvements mécaniques, elle s'était transformée de nouveau en masque. Lucie la regardait comme un faucon. Ce n'était pas juste une mauvaise attitude. Ce n'était pas une erreur unique. C'était un système de croyances. Marie n'était pas honteuse, elle se regroupait. Pierre revint brièvement à la galée et échangea un regard avec Lucie. Sa mâchoire serrée. Sa tête s'inclina légèrement. Pas de mots nécessaires, ils savaient tous les deux. De retour à son siège, Sophie resta silencieuse, ses yeux gonflés de pleurs, mais ouverts et alertes maintenant. Chaque fois que Marie passait, la petite fille se raidissait, ses doigts se resserrant autour de biscottes. Isabelle remarqua, son estomac se noua, elle haïssait que ce souvenir. Ce moment d'être blessée et humiliée pourrait être ce que sa fille se rappellerait chaque fois qu'elle monterait dans un avion, chaque fois qu'elle regarderait un uniforme, elle savait que quelque chose devait être fait, pas juste pour Sophie, pour toutes les petites filles qui se font dire d'une poussade qu'elles n'ont pas leur place à l'avant de l'avion. Marie prit sa position assignée près de la porte de la cabine, mains pliées proprement devant elle, elle força un sourire poli au couple au siège 2B, qui détourna le regard, le sourire s'estompa légèrement, mais pas complètement. Marie ne paniquait pas. Elle répétait déjà sa version de l'histoire. Elle serait celle qui a été agressée, humiliée, celle qui avait essayé de faire son travail et s'était fait gifler pour ça. Elle dirait qu'elle avait simplement touché le bras de l'enfant pour la garder en sécurité pendant des turbulences. Elle rappellerait que sa mère était morte la semaine dernière. Elle regarderait dans les caméras et pleurerait si nécessaire. Les gens croient aux larmes, surtout venant de femmes qui lui ressemblent. Jean Leclerc, un entrepreneur français assis au milieu de la cabine, avait discrètement sorti son téléphone et enregistré la scène entière. Son esprit analytique, forgé par des années dans les affaires à Paris, notant chaque détail, pensant déjà à comment cela pourrait influencer les dynamiques sociales à bord, comme dans ces débats philosophiques sur l'égalité que les Français affectionnent depuis la Révolution. Lucie, sentant le besoin d'intervenir subtilement, s'approcha de Pierre et murmura. « Nous devons parler à la direction une fois atterri, ajoutant une couche de solidarité familiale, car en tant que sœur, elle incarnait ces liens fraternels si chers à la culture française, où la famille est un pilier contre les injustices. Isabelle, quant à elle, sentit une vague de souvenirs l'envahir. Elle se rappelait son enfance dans une école française de province, où une maîtresse l'avait reléguée au fond de la classe parce qu'elle venait d'une famille modeste. « Les filles comme toi ne mènent pas, elles suivent », avait dit la femme avec un sourire condescendant. Et Isabelle avait ravalé ses larmes, jurant intérieurement de briser ses chaînes. Un écho existentialiste de Sartre, où l'existence précède l'essence, et elle se forgeait elle-même contre les préjugés. La tension dans la cabine s'épaississait comme un brouillard parisien. Les passagers échangeant des regards discrets,
certains sirotant leur vin français pour masquer leur malaise, et Marie, dans la galerie, murmurait d'autres mots discriminants à l'hôtesse junior. Ces enfants gâtés des élites, ils ne connaissent pas la vraie vie, semant les graines du doute interne, menant à une suspicion croissante parmi l'équipage, qui se demandait si Marie n'était pas le symptôme d'un mal plus profond dans l'industrie, un mal que les Français, avec leur tradition de critique sociale comme chez Zola, savaient démasquer avec acuité. Le vol continuait, mais l'atmosphère était chargée, chaque regard croisait un potentiel conflit, et Isabelle tenait Sophie plus près, déterminée à transformer cette douleur en une leçon de résilience, comme ces héroïnes de Colette qui défient les normes avec grâce et force. Jean Leclerc, sentant l'importance du moment, envoya discrètement la vidéo à un contact médiatique en France, pensant que cela pourrait déclencher un débat national sur les inégalités, fidèle à l'esprit des Lumières où la vérité éclaire les ombres. Lucie, de son côté, nota mentalement chaque détail pour un rapport futur, son sens du devoir ancré dans l'éthique républicaine française. Et ainsi, l'incident à 40 000 pieds n'était pas qu'un clash isolé, mais le début d'une tempête qui allait secouer les cieux, révélant les fissures dans le tissu social de l'aviation où les valeurs de liberté, égalité et fraternité devaient être réaffirmées avec vigueur. Le Gulfstream G650 atterrit à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle juste après minuit, sous une pluie fine qui tambourinait doucement contre les hublots, comme un rappel mélancolique des averses parisiennes qui inspirent tant de poètes. Le jet roula vers un hangar privé près du terminal exécutif, où les lumières de la capitale française pulsaient au loin à travers le crachin, évoquant les nuits romantiques de Baudelaire où la ville se drapait de mystère et de mélancolie. À l'intérieur de l'avion, la tension n'avait pas diminué. Au contraire, elle s'était approfondie en quelque chose de plus silencieux, de plus lourd. Personne ne disait grand-chose, personne n'osait, pas après ce qui s'était passé dans les cieux, où les valeurs républicaines de liberté et d'égalité semblaient avoir été bafouées dans ce microcosme volant. Sophie était enveloppée dans le blazer bleu marine de Pierre, sa tête reposant sur son épaule tandis qu'il la portait hors de l'avion. Elle était à peine éveillée, son visage pâle contre la laine sombre. Isabelle marchait à leur côté, une main sur le dos de sa fille. En entrant dans le salon privé, Isabelle se pencha et embrassa la tempe de Sophie, puis regarda Pierre, sa voix basse mais ferme. Elle lui demanda de l'emmener dans la suite de sieste voisine, de s'assurer qu'elle ait du lait chaud et biscotte à ses côtés, puis elle se tourna vers Lucie et donna une instruction simple. « Amenez Marie ici maintenant. » Le salon était élégant et discret, éclairé par des appliques ambrées qui faisaient rebondir la lumière sur le bois poli et le granit. Des fenêtres du sol au plafond révélaient un tarmac vide au-delà, luisant d'humidité sous les lumières de la piste. L'odeur du thé à la menthe et de l'huile de citron persistait faiblement dans l'air. Des hôtesses françaises se déplaçaient silencieusement, offrant des plateaux de thé et de macarons, mais personne n'y touchait. Personne n'avait l'appétit pour ces délices pâtissiers qui, en temps normal, évoqueraient les salons de thé parisiens où l'on débat de philosophie autour d'un café crème. Marie entra 5 minutes plus tard, ses joues marbrées de rouge, du mascara striant sa pommette comme une peinture de guerre, ses lèvres tremblantes, alors qu'elle serrait un mouchoir froissé dans ses deux mains. Lucie tenait la porte ouverte et observait en silence, tandis que Marie avançait. Pour la première fois, la femme qui avait arpenté l'allée comme une reine paraissait petite, mais cette petitesse n'était pas de l'humilité. C'était une stratégie, un art de la mise en scène que les Français maîtrisent depuis Molière, où les masques tombent pour mieux manipuler. Isabelle resta assise. Elle ne se leva pas. Sa posture droite, son expression indéchiffrable. Seuls ses yeux la trahissaient. Ils étaient fixés sur Marie avec le genre de froid qui pourrait briser du verre. Juste, la voix de Marie se brisa alors qu'elle essayait de parler. « Je n'ai pas voulu tout ça. J'ai perdu ma mère la semaine dernière, cancer en phase terminale, c'était rapide, trop rapide, et je n'ai pas dormi, c'était mon premier vol de retour. » Elle prit une respiration tremblante. J'essayais de tenir le coup. Isabelle ne répondit pas. Elle observa simplement. Les mots de Marie déversaient plus vite, plus fort. Elle s'assit soudain sur le canapé en face d'Isabelle, les épaules secouées. « Je ne suis pas un monstre, dit-elle. J'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû toucher la fille, je le sais maintenant. Mais j'ai pensé qu'elle atteignait quelque chose de dangereux. J'ai paniqué, ce n'était pas racial, ce n'était pas classiste. J'essayais de garder tout le monde en sécurité. » Sa voix se brisa. « S'il vous plaît, je suis juste une personne en deuil qui a fait un faux pas.
Isabelle ne sia pas. Elle ne dit rien. Pierre était revenu et se tenait maintenant juste à l'intérieur de la porte, bras croisés. Il s'appuya contre le mur, silencieux mais alerte, son visage tendu, mâchoire serrée. Il avait entendu ce genre de monologue avant, non de Marie, mais d'autres comme elle, des gens qui ne réalisaient le pouvoir qu'ils détenaient que quand il écrasait quelqu'un de plus petit, un écho des critiques sociales de Balzac, où les ambitions personnelles piétinent les vulnérables. Lucie, assise près du mini-bar, avait les bras croisés sur la poitrine. Ses yeux ne quittaient pas Marie. Il y avait du doute là, profond et aiguisé. Elle avait entendu la voix de Marie dans la galerie, entendu la façon dont elle avait dit des enfants, comme elle avec cette torsion subtile, maintenant les larmes semblaient du camouflage. Marie s'effondra, elle lâcha son mouchoir et enfouit son visage dans ses mains. « Je ne suis pas ce genre de personne, » dit-elle encore, presque comme si elle essayait de se convaincre elle-même. « Je le jure, je ne le suis pas. » Puis la porte s'ouvrit, et François Hale entra. François était grand avec des cheveux poivre et sel, et un costume bleu marine qui semblait avoir été repassé dans l'avion. Il était le directeur régional pour l'Europe de Laurent Aviation et un homme connu pour son style sans fioriture. Il ne perdit pas de temps en plaisanterie. « Isabelle, dit-il. » Il jeta un bref regard à Marie, puis revint à la PDG. « Je viens de raccrocher avec le conseil. Il surveille la situation de près. Il y a déjà des murmures en ligne. Quelqu'un a posté sur un incident avec une hôtesse de l'air. Rien de concret encore. Mais le feu est là. Ils veulent une rupture nette. » Il regarda Marie de haut en bas, puis se tourna pleinement vers Isabelle. « Les optiques sont terribles. Virez-la maintenant, finissez-en proprement. » La pièce devint absolument immobile. La tête de Marie se redressa, ses yeux se verrouillèrent sur ceux de François, larges de panique. Puis elle se tourna vers Isabelle, silencieusement, suppliante. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Mais aucun son n'en sortit, ses mains tremblèrent de nouveau, plus performatives. Isabelle ne répondit pas tout de suite. Elle se leva et marcha vers la fenêtre. La pluie glissait sur la vitre en ruisseau paresseux. Dehors, l'éclat lointain de la tour de contrôle de Roissy clignotait faiblement dans le noir. Elle posa une main contre la vitre froide et fixa la nuit. Un souvenir surgit, importun mais persistant. Elle avait 7 ans, portant une robe de seconde main qui pendait maladroitement sur ses épaules. Elle avait grimpé sur le premier siège du bus scolaire, excitée d'être la meneuse de file. Mais le chauffeur l'avait arrêtée. « Pas pour toi, ma petite, » avait-il dit. Au fond du bus, « Chérie », personne ne l'avait défendue. Personne n'avait parlé, elle avait marché au fond et s'était assise en silence. Mains serrées sur ses genoux, brûlant de confusion qu'elle n'avait pas encore les mots pour nommer, la voix de son père vint ensuite, résonnant d'un autre temps. « Les forts construisent. Ils ne détruisent pas. » Un principe ancré dans l'humanisme français, inspiré des philosophes des Lumières comme Voltaire, qui prônaient la tolérance et la raison. Elle se tourna, elle fit face à Marie pleinement maintenant, son expression n'avait pas adouci, mais sa voix était ferme. « Je crois que les gens peuvent changer, » dit-elle. « Mais pas tout le monde le veut. » Marie hocha la tête rapidement, les yeux encore luisants. « Je le veux, je le jure que je le veux. » Isabelle regarda au-delà d'elle, à Lucie, puis à Pierre, puis enfin à François. « Si nous la virons ce soir, » dit-elle, « ça fera les gros titres, mais ça ne changera rien du tout. » Le front de François se plissa. « Isabelle. » « Non. » Elle poursuivit, « Nous ne sommes pas ici pour nourrir les loups, nous sommes ici pour diriger une industrie. Et ça signifie que nous donnons l'exemple. » Elle prit une respiration. Marie sera suspendue indéfiniment. Elle subira une rééducation contre les biais, une thérapie de régulation émotionnelle et une évaluation psychologique complète. Seulement si elle complète tout ça et passe, elle sera considérée pour un retour au service. La pièce fut silencieuse de nouveau, mais c'était un silence différent, un silence plein de poids, un qui semblait mérité. Pierre hocha la tête une fois, juste légèrement. Lucie expira. Même François, après une longue pause, dit simplement votre appel. Isabelle s'avança vers Marie. « Ce n'est pas de la miséricorde, » dit-elle. « C'est de la responsabilité. Ce que vous en faites dépend de vous. » Marie hocha la tête engourdie, sa voix disparut. Elle ne dit pas merci, juste ramassa son sac et se leva, secouée et petite, alors qu'elle quittait la pièce. La pluie s'intensifia dehors. Paris clignotait en dessous d'eux, infinie et indifférente.
Mais dans ce coin tranquille du monde, quelque chose d'important venait d'être décidé, pas juste sur la politique ou le protocole, mais sur le genre de futur que quelqu'un comme Sophie hériterait, un futur où les idéaux de fraternité républicaine prévalaient sur la vengeance. Le salon à Charles de Gaulle s'était tu comme si le monde avait appuyé sur un bouton muet, des heures étaient passées depuis la confrontation, mais le poids n'avait pas levé, la pluie tapotait doucement contre les fenêtres du sol au plafond, chaque goutte s'étirant en une traînée argentée en glissant sur la vitre. La pièce était sombre maintenant, les lumières au plafond baissées, tout était plus doux, mais le silence gardait un tranchant aiguisé. Isabelle s'assit seule dans le coin du salon. Son dos droit contre le coussin, une main berçant une tasse de thé vert froid, elle n'en avait pas bu une gorgée. Ses yeux cerclés de fatigue étaient fixés sur la vitre devant elle. Bien qu'il ne regardait pas vraiment le tarmac au-delà, son esprit avait voyagé bien au-delà de Paris, il traversait tout ce qui s'était passé. Pas juste ce soir, mais depuis des années, ce n'était pas juste sur une gifle, c'était sur le monde dans lequel sa fille grandirait. Un monde où les principes d'égalité, si chers à la Déclaration des droits de l'homme, devaient être défendus avec une élégance ferme. Sur ses genoux reposait un carnet relié de cuir doux. Elle l'ouvrit sans y penser et décapuchonna un stylo. Avec des traits lents, elle écrivit une ligne au centre de la page. Le pouvoir ne se montre pas dans la punition, mais dans la restauration. Elle la souligna une fois, puis fixa les mots comme s'ils étaient un miroir. Sa main s'immobilisa, ses yeux se fermèrent un instant. La porte cliqua doucement, et Lucie entra, ses talons étouffés par le tapis plush. Elle marcha prudemment comme si elle ne voulait pas briser le silence. Sa voix était douce. « Sophie dort ?» Elle a demandé si Marie est partie. Les mots restèrent en suspens plus longtemps qu'ils n'auraient dû. Isabelle ne répondit pas tout de suite. Elle regarda son thé, puis leva les yeux vers Lucie. Il y avait un faible sourire, tendu et fatigué, mais réel. « Elle n'a pas à s'inquiéter d'elle ce soir, » dit Isabelle. « Pas ce soir. » Un moment plus tard, Pierre entra sans un mot. Il n'asque pas s'il interrompait. Il n'avait pas à le faire. Il prit un siège en face d'Isabelle, main reposant sur ses genoux. La pluie dehors devint juste un peu plus forte. Les yeux de Pierre, sombres et calmes, fouillèrent le visage d'Isabelle. Elle leva les yeux, prit une respiration, et parla avec clarté. « Marie est suspendue, dit-elle. Effective immédiatement. Elle est requise pour compléter un programme anti-biais complet, une formation à la régulation émotionnelle, et passer une revue psychologique par un tiers. » Son ton ne monta pas, ne faiblit pas. Lucie inhala Sharply. Ses yeux se remplirent d'une émotion soudaine. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais se trouva à cligner des larmes à la place. Quand les mots vinrent, ils étaient un murmure. « C'est la justice. » Elle essuya sa joue. « C'est la vraie justice. » Isabelle tendit la main à travers la table et posa doucement sa main sur celle de Lucie. « Ce n'est pas de la douceur, dit-elle, c'est de la structure. Et je ne le fais pas pour Marie, je le fais parce que je refuse de laisser ma fille grandir en pensant que la seule façon de gérer le mal est de détruire. » Les yeux de Pierre ne clignèrent pas. Il hocha la tête lentement. Sa voix basse mais ferme, « C'est pourquoi nous vous suivons. » Pour un long moment, personne ne dit rien. Les trois s'assirent avec ça, la décision, les conséquences, le sens. Il y avait une sorte de paix dans l'air maintenant, lourde mais plus propre qu'avant. Puis Isabelle se leva, elle laissa le thé sur la table et marcha à travers le salon vers un couloir latéral. Les murs étaient peints en ivoire muted et une lumière ambre douce menait le chemin vers une petite pièce. Elle posa dehors la porte, puis l'ouvrit quietly. Sophie gisait recroquevillée sur le lit jumeau à l'intérieur, son petit corps enroulé autour de Biscotte, qui paraissait encore plus usé après la longue journée. Sa respiration était douce et régulière. Une main serrait l'oreille de l'ours. L'autre était glissée sous sa joue. Ses cheveux blonds s'étalaient sur l'oreiller, légèrement humides de sueur et de sommeil. Isabelle entra et s'agenouilla beside le lit. Pour un long moment, elle ne bougea pas. Elle observa juste sa fille, prenant la courbe de son nez, le battement de ses paupières, le petit murmure de ses lèvres alors qu'elle parlait dans son rêve. « Maman est là, hein ?» murmura Sophie à peine au-dessus d'un souffle. Isabelle se pencha plus près et balaya une mèche de cheveux de son visage. Sa propre voix se brisa quand elle répondit. « Toujours. » Elle resta là pour quelques minutes de plus, juste respirant avec elle, juste la regardant dormir, faisant une promesse silencieuse à elle-même que peu importe à quel point les cieux devenaient laids, peu importe à quel point le monde tournait brutal, elle ne cesserait jamais de lutter pour ça. Cette paix,
Cette innocence, un engagement qui résonnait avec l'esprit maternel français, comme dans les écrits de Yourcenar où la protection des vulnérables est un devoir sacré. De retour dans le salon, Lucie s'assit avec ses mains encore serrées, son cœur battait dans sa poitrine, il y avait quelque chose de sacré dans ce qui venait de se dérouler. Elle avait été avec d'autres leaders avant, elle avait suivi des PDG qui mesuraient le succès en chiffres et résultats. Mais cette femme, cette Isabelle, avait montré quelque chose d'autre. Elle avait montré comment diriger de l'âme. Et c'était plus puissant que n'importe quel titre. Pierre se leva de nouveau et marcha vers la fenêtre. Il regarda dehors la vitre, le pavement lisse, les avions au repos luisant sous les lumières du hangar. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait comme s'il ne travaillait pas juste pour une compagnie, il travaillait pour une cause, pour quelque chose qui comptait, inspiré par cet humanisme français qui place l'homme au centre de tout. Isabelle revint peu après, quiet, mais composée. Lucie se leva pour la saluer, yeux encore humides, mais sa voix claire. « Merci », dit-elle. Pour ne pas avoir fait ce qui était facile, c'était un hochement subtil à la soumission de César. Isabelle offrit un petit sourire. « Nous avons assez de gens qui font elle facile. » Elles ne parlèrent plus après ça, il n'y avait pas besoin, la décision avait été prise, pas juste la disciplinaire, mais la plus grande, la morale, le choix de construire plutôt que de brûler, d'enseigner plutôt que d'effacer, et quelque part dans le calme de cette nuit parisienne, l'arc de la justice se plia juste un peu plus vers la compassion, un thème cher à la littérature française où la rédemption triomphe souvent sur la punition. Le lendemain, la tempête médiatique éclata comme un orage sur la Seine. Marie, depuis la quiétude d'une chambre d'hôtel quelque part en banlieue parisienne, avait posté sur un compte privé qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années. Son message était court mais chirurgicalement crafted. Une selfie en noir et blanc, yeux légèrement rouges, lèvres pincées, la légende lisait. « J'ai été agressé par ma PDG pour avoir fait mon travail. Je n'aurais jamais pensé que le deuil serait utilisé contre moi. » Dessous, le hashtag Vérité Hôtesse, l'image se répandit comme une fêlure dans du verre, amplifiée par Antoine Duval, un blogueur français influent connu pour ses chroniques acerbes sur les inégalités sociales dans l'aviation, inspiré par l'esprit critique de Hugo dans ses pamphlets contre l'injustice. Antoine reposta l'image avec un commentaire incisif. « Quand le pouvoir abuse, les petites gens souffrent. Est-ce là l'égalité républicaine ?» Déclenchant une vague de rumeurs sur les réseaux sociaux, où les Français, habitués aux débats passionnés comme lors des Gilets jaunes, se divisaient en camps, certains accusant Isabelle d'abus de pouvoir, d'autres défendant Marie comme une victime du système élitiste. Lucie vit ça en premier, elle scannait le chatter en ligne, traquant les fuites potentielles médiatiques. Quand le post apparut, son estomac se noua, les commentaires affluaient vite, certains outrés, accusant Isabelle d'abus de pouvoir. D'autres louant le courage de Marie pour avoir parlé, quelques-uns questionnaient le timing. Mais la plupart ne se souciaient pas de la vérité. Ils voulaient un camp, un écho des polarisations politiques françaises où les idéologies l'emportent sur les faits. Pierre se pencha sur son épaule pour regarder. « Elle essaie de retourner l'histoire, dit-il. Se faire passer pour la victime, Lucie hocha la tête, son visage sombre, et les gens l'avalent. Isabelle, informée par un appel de son père, Henri Laurent, un ancien pilote français qui avait volé pour Air France pendant des décennies, écouta ses conseils au téléphone. « Ma fille, » dit Henri d'une voix grave imprégnée de l'expérience des vols transatlantiques, « rappelle-toi les valeurs que je t'ai enseignées, l'humanisme de Camus, où l'absurde est combattu par la solidarité. Ne détruis pas. Réforme, c'est ainsi que la France a survécu à ces révolutions. » Ces mots, teintés de la sagesse des cafés philosophiques de Montparnasse, renforcèrent la décision d'Isabelle de ne pas saquer Marie, mais de l'envoyer en formation. Un choix qui reflétait la tradition française de rééducation et de réinsertion sociale, comme dans les systèmes éducatifs inspirés de Rousseau. La vidéo de la vérité, enregistrée par Jean Leclerc et envoyée à un journaliste français réputé pour ses enquêtes sur les discriminations, explosa en ligne. Le titre « Voici ce qui s'est vraiment passé à 40 000 pieds », l'article direct, la vidéo incrustée montrant le visage de Marie contorsionné d'irritation, sa voix tranchante, « Restez assise, mademoiselle », puis la poussée, Sophie heurtant le sol durement, et alors qu'elle pleurait, serrant son ours, Marie se tournant vers une collègue et murmurant des enfants comme elles n'ont pas leur place ici, dans l'heure, la vidéo explosa sur Internet,
Des hashtags comme Justice pour Sophie et Leadership avec Grace commencèrent à trender sur multiples plateformes. L'opinion publique flippa, les commentateurs inondèrent les comptes de Marie d'indignation, les journalistes rétractèrent leurs prises précoces. Des mères influentes, des politiciens, même des célébrités repostèrent l'article avec des messages de soutien pour Isabelle et des condamnations cinglantes des biais au travail. Puis vint le coup de grâce, un clip de 15 secondes de la même footage montrant Isabelle tenant Sophie dans la cabine, caressant son dos et murmurant « Tu es en sécurité. Maintenant, ma chérie. Maman est là. » Cette vidéo frappa plus fort que n'importe quelle déclaration corporate. Elle balaya les médias sociaux comme un feu de paille, reprise par les nouvelles nationales, les talk-shows matinaux, les forums parentaux et les blogs d'influenceurs. Les gens ne parlaient plus juste d'un scandale. Ils parlaient d'une mère, un thème universel mais particulièrement poignant en France, où la maternité est célébrée comme dans les peintures de Renoir. Lucie rafraîchit son écran, les partages approchaient les 2 millions, elle leva les yeux vers Isabelle, dont le visage n'avait pas changé, mais ses yeux scintillaient de quelque chose de farouche. La tempête médiatique avait tourné, menant inexorablement vers le sommet de l'aviation à Cannes, où Isabelle allait transformer cette crise en un manifeste pour un avenir plus juste, fidèle à l'esprit français de transformer les épreuves en progrès sociétaux. Le sommet de l'aviation française à Cannes brillait sous le soleil azuréen, un palais de verre où l'air salin se mêlait à l'effervescence des débats, plus d'1 millier de leaders mondiaux y convergeaient, leurs badges scintillant comme des insignes de la République, des écrans LED diffusant logos et noms en langues multiples, des interprètes derrière des vitres traduisant avec ferveur, un lieu où les destins se forgeaient, évoquant les salons des Lumières, où Voltaire et Rousseau débattaient de justice et d'égalité. Isabelle Laurent entra, flanquée de Lucie et Pierre, son tailleur gris perle captant la lumière, sa présence imposante comme un mistral balayant les préjugés, des flashs crépitèrent, des sourires polis masquaient des calculs, des murmures fusèrent. C'est elle, l'incident parisien. Dans la salle média, les journalistes s'agitaient, Antoine Duval, le blogueur acerbe, amplifiait les rumeurs de Marie sur les réseaux, où les Français, maîtres de la controverse, se divisaient en factions passionnées, rappelant les joutes intellectuelles de Sartre contre Camus. Lucie scanna les posts, son estomac noué, mais la vidéo vérité circulait déjà, inversant la marée. Isabelle serra la main du modérateur, sourire ferme. « J'attends vos idées sur l'empathie en leadership », dit-il avec une pointe. Elle répondit calmement. Sur scène, le modérateur posa la question piège. « Y a-t-il de l'empathie dans la violence ?» La salle retint son souffle. Isabelle sourit. « Je répondrai bientôt, pas en mots. » Les applaudissements montèrent, hésitants puis tonitruants. Dehors, les commentaires twistèrent son sourire, mais Lucie et Pierre savaient. La vérité prévaudrait, comme dans les romans de Zola, où l'injustice est démasquée. Isabelle revint, tête haute, ignorant la presse. « Laissez-les parler », murmura-t-elle, intérieurement prête, forgée dans la résilience gauloise. Au quartier général parisien de Laurent Aviation, la salle de conseil était glaciale, 12 membres en demi-cercle, expression tendue, Isabelle au bout, silence comme un défi existentialiste, Gérard Kimball tonna. « Sa spirale, notre marque souffre. » Une autre insista sur des excuses publiques. Isabelle répliqua. Le silence choisit le moment. Lucie envoya la vidéo à un journaliste intègre. 20 minutes plus tard, le titre explosa. La vérité à 40 000 pieds, la foutage damnante montra Marie poussant Sophie, murmurant des biais, hashtag Justice pour Sophie trendèrent, l'opinion flippa, célébrités et mères repostèrent, un clip d'Isabelle berçant Sophie toucha les cœurs, partage millions, Lucie sourit. Ses comptes verrouillés, elle est finie. Pierre observa la marée tourner, justice murmurée. Isabelle déclara. Pas d'excuses. Un rappel. Nous protégeons les enfants. Le conseil hocha, admiratif. Marie, dans son appartement banlieusard, s'effondra sous les notifications, culpabilité rongeante, un paquet anonyme arriva. Un livre Devenir son meilleur soi, lettre d'Isabelle, rédemption et choix, larmes coulèrent. Elle écouta l'enregistrement de sa mère. Sois meilleur. S'inscrivit à une formation empathie, sous Dr. Claire Beaumont, psychologue existentialiste, explorant biais avec Sartre en guide, liberté dans l'acte. Semaines après, à Nice, Marie croisa Sophie, s'excusa sincèrement, fraternité et tact, Sophie pardonna, Isabelle observa,
rédemption scintilla. Au sommet, salle bleue électrique, Isabelle monta avec Sophie, main dans main, silence tomba, elle déclara « Leadership et compassion courageuse, préjugés en uniforme. Mais nous voyons l'autre. » Applaudissements. Initiative Sophie. Fonds pour former contre biais. Dignité pour tous. Ovation. Logo Gloa. Grâce est pouvoir Tranda. Lucie et Pierre sourire triomphant. Isabelle serra Sophie. Je te protège. Foule émue. Narrative shifté. Isabelle porte. Étendard. SUV stoppa à la ferme provençale. Isabelle et Sophie embrassèrent grands-parents. Henri murmura. Tu gagnes avec tête haute. Dedans, album photo raviva souvenir d'injustice scolaire. Isabelle. Je réécris règles. Sophie courut sur pelouse, riant. Je volerai? Tu planes déjà. Festin simple. Poulet romarin. Bénédiction gratitude. Nuit. Luciole. Isabelle pensa à Marie's voyage. P. Bloom. Matin. Au lion. Jet Sophie prêt. Marie au sol. Sophend. Cabine warm. Sophie. Plus peur. Moteur roire. Décollage. Nuage percé. Soleil halo. Isabelle. Justice murmure grâce. Marie Levailleux. Rédemption. Sophie. Maintenant, volons en avant. Rire joyeuse. Ascension. Paix dans Heartbeat. Justice Gentle Lift. Valeurs françaises. Liberté. Égalité. Fraternité en acte. La lecture du ciel en colère est bien plus qu'une plongée dans une histoire captivante. C'est une invitation à contempler les complexités de l'âme humaine, les tensions sociales et les valeurs fondamentales qui définissent notre existence, particulièrement à travers le prisme de la culture française, où la justice, la compassion et la rédemption s'entrelacent comme les fils d'une tapisserie précieuse. Ce récit, ancré dans un incident dramatique à 40 000 pieds, résonne profondément avec les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, piliers de la République française, tout en offrant des leçons universelles applicables à notre quotidien. À travers les choix d'Isabelle Laurent, la douleur de Sophie et le cheminement de Marie Dubois, cette histoire nous pousse à réfléchir à nos propres actions, à nos biais et à la manière dont nous pouvons construire un monde plus juste, non pas par la vengeance, mais par la compréhension et le courage. L'un des enseignements les plus puissants du ciel en colère est la manière dont Isabelle incarne un leadership qui transcende la simple autorité pour embrasser une compassion courageuse. En France, où l'héritage des Lumières valorise la raison et l'humanisme, Isabelle choisit de ne pas détruire Marie, mais de lui offrir une chance de rédemption. Ce choix reflète une vérité profonde. Punir est facile, mais restaurer demande du courage. Dans nos vies, nous rencontrons tous des moments où la colère semble être la réponse naturelle à l'injustice. Être un collègue nous a-t-il blessés par un commentaire désobligeant, ou un proche nous a-t-il déçus? La leçon ici est claire. Face à l'offense, nous pouvons choisir de répondre avec une force qui construit plutôt que de détruire. Par exemple, au travail, au lieu de condamner un collègue pour une erreur, nous pouvons proposer une conversation honnête, chercher à comprendre ses motivations et offrir une guidance, comme Isabelle l'a fait avec Marie. Cette approche, enracinée dans l'empathie, non seulement désamorce les conflits, mais renforce les liens humains, un principe cher à la culture française où la fraternité est une valeur sacrée. Le comportement de Marie, empreint de préjugés, nous rappelle une réalité inconfortable. Nous portons tous des biais, souvent inconscients, qui façonnent nos jugements. En France, où les débats sur l'égalité sociale sont fréquents, de mai 68 au mouvement contemporain, cette histoire met en lumière l'importance de reconnaître et de confronter ces biais. Marie, dans son moment de faiblesse, juge Sophie sur son apparence, révélant un préjugé de classe ou d'origine. Ce n'est pas un défaut unique à elle, c'est un miroir tendu à chacun de nous. Dans la vie quotidienne, nous pouvons appliquer cette leçon en nous interrogeant sur nos premières impressions. Pourquoi ressentons-nous une méfiance instinctive envers quelqu'un? Est-ce basé sur des faits ou sur des stéréotypes hérités? Par exemple, lors d'une rencontre avec un voisin ou un nouvel employé, prenons une seconde pour suspendre notre jugement, poser une question sincère, écouter avec attention. Comme Marie, qui suit une formation pour déconstruire ses biais sous la guidance de Dr. Claire Beaumont, nous pouvons chercher des ressources, livres, ateliers, discussions, pour mieux comprendre nos préjugés et les transformer en ouverture d'esprit, une démarche alignée avec l'existentialisme français qui valorise l'authenticité et la responsabilité individuelle. L'arc de rédemption de Marie peut être l'élément le plus émouvant du récit. Sa transformation,
de la colère à l'humilité, incarne une idée profondément française. Le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force qui restaure l'humanité. Inspirée par des figures comme Simone de Beauvoir, qui prônait la liberté dans l'acte de choisir son être, Marie choisit de changer, guidée par la lettre d'Isabelle et les mots de sa mère. Cette leçon s'applique directement à nos vies. Combien de fois avons-nous rejeté quelqu'un pour une faute, sans offrir une chance de réparation? Dans nos relations personnelles, que ce soit avec un ami qui nous a blessés ou un membre de la famille ayant mal agi, nous pouvons imiter Isabelle en ouvrant une porte à la réconciliation. Cela peut être aussi simple qu'un message disant « Je veux comprendre ce qui s'est passé, parlons ». Ce geste, ancré dans la fraternité, peut transformer une rupture en un pont, comme lorsque Marie s'excuse à Sophie à l'aéroport de Nice, un moment où la culture française du pardon, telle qu'illustrée dans les romans de Colette, brille avec éclat. Sophie, malgré sa douleur initiale, incarne une résilience qui résonne avec l'esprit français de persévérance, comme celui des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa capacité à pardonner et à avancer, soutenue par l'amour d'Isabelle, nous enseigne que les blessures ne doivent pas nous définir. Dans nos vies, nous faisons tous face à des moments où nous nous sentons diminués ou injustement traités. Peut être une critique imméritée au travail ou un échec personnel nous a-t-il ébranlés. La leçon de Sophie est de tenir bon, de s'appuyer sur ceux qui nous aiment et de continuer à avancer avec espoir. Par exemple, après un revers professionnel, au lieu de ruminer, nous pouvons chercher le soutien d'un mentor ou d'un ami, nous rappeler nos forces et, comme Sophie courant sur la pelouse provençale, retrouver la joie dans les petites victoires. Cette résilience, célébrée dans la littérature française comme dans Les Misérables de Hugo, est une force qui transforme la douleur en croissance. L'initiative Sophie, annoncée par Isabelle au sommet, est un exemple éclatant de la manière dont une crise peut devenir une opportunité pour le bien commun. En France, où l'innovation sociale est valorisée, de la révolution aux réformes modernes, Isabelle transforme un scandale en un mouvement pour former les hôtesses à l'empathie et au respect. Nous pouvons appliquer cela dans nos propres contextes. Une dispute familiale peut mener à des règles de communication plus claires. Une erreur au travail peut inspirer un nouveau protocole. Par exemple, si une équipe échoue sur un projet, au lieu de blâmer, nous pouvons organiser une session pour identifier les failles et proposer des améliorations, transformant l'échec en progrès, comme Isabelle l'a fait avec son fonds de bourse. Enfin, le ciel en colère nous rappelle les valeurs fondamentales de la France. Liberté, égalité, fraternité. Isabelle incarne la liberté de choisir la compassion, l'égalité en défendant la dignité de tous et la fraternité en offrant à Marie une chance de rédemption. Dans notre quotidien, nous pouvons vivre ces valeurs en agissant avec intégrité, donner une voix à ceux qui sont ignorés, comme un collègue marginalisé, traiter chacun avec le même respect, qu'il soit PDG ou employé, et tendre une main à ceux qui trébuchent, comme un voisin en difficulté. Ces actes, petits ou grands, tissent le tissu social que la France chérit, où l'humanisme de Camus et l'engagement collectif de Tocqueville guident nos choix. Cette histoire n'est pas seulement un récit, c'est un miroir de nos propres luttes et aspirations. Elle nous défie de regarder en nous, de confronter nos faiblesses et de choisir la voie de la compassion, du courage et de la rédemption. Comme Isabelle, nous pouvons transformer les tempêtes en envols, non pas en fuyant les conflits, mais en les affrontant avec grâce. Alors, si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir à vos propres choix, je vous invite à agir. Likez cette vidéo pour montrer votre soutien à un leadership empathique, partagez-la pour répandre ce message d'espoir. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires qui éclairent notre humanité, et commentez ci-dessous pour partager vos propres leçons tirées de ce récit ou une expérience où vous avez choisi la compassion sur la colère. Ensemble, comme les Français l'ont fait à travers des siècles de révolution et de renaissance, nous pouvons construire un monde où chaque ciel est un lieu de justice et d'amour.